Merci beaucoup, Michel. Merci aux organisateurs, en particulier à Pierre-Louis Troyen, de me donner l'opportunité de partager les fruits d'un travail collaboratif entre la Fédération des centres mémoire ressources recherche et le Collège de médecine générale dans le cadre de la mesure numéro 1 du plan maladie neurodégénérative, la mesure sur le diagnostic et les supports post-diagnostiques. Un travail qui est également nourri de l'action conjointe européenne, et puisque la France porte le Work Package sur le diagnostic et les supports post-diagnostiques. Alors, quelques mots d'introduction. Nous parlons de démence et en particulier maintenant de troubles neurocognitifs, ce qui s'inscrit dans le DSM-5 à deux niveaux. Troubles neurocognitifs majeurs, ex-démence, que vous connaissez bien, qui correspond à un déclin cognitif progressif, chronique, à partir du niveau antérieur, qui va toucher l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, etc., qui retentit sur l'autonomie dans les activités quotidiennes. Donc ça, c'était bien les idées que nous avions jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une confusion, c'est-à-dire que c'est chronique, et ce n'est pas d'une maladie psychiatrique. Seulement le DSM-5 a illustré l'ensemble des critères diagnostiques de l'ensemble des maladies qui se manifestent par un trouble cognitif, c'est-à-dire qu'on s'adresse maintenant à ces maladies aussi à un stade plus léger. Le trouble neurocognitif léger représente effectivement un déclin cognitif par rapport au niveau antérieur, mais sans interférer avec l'autonomie dans la vie quotidienne. Donc c'est le stade d'avant, si vous voulez, ce qui permet de aussi considérer des patients qui présentent une plainte, une altération cognitive, alors qu'ils ne présentent pas encore de perte d'autonomie. Alors, si on regarde les causes, les étiologies de ces troubles neurocognitifs, maladie d'Alzheimer en tête, bien sûr, les maladies apparentées, encéphalopathie cérébrovasculaire, maladie à corps de Lévy, etc. N'oublions pas les diagnostics différentiels des maladies neurodégénératives, c'est le propos premier des recommandations HAS de 2011. Attention, éliminons des pathologies qui doivent donner lieu à des prises en charge spécifiques. L'hydrocéphalie chronique, les hématomes sous-duraux chroniques par exemple, des maladies métaboliques, etc. Attention, il y a un diagnostic différentiel à établir très vite quand on est au niveau du repérage et du diagnostic. Alors si on regarde l'épidémiologie, c'est vrai qu'on parle de presque d'1 million de personnes touchées. Ça a été les statistiques qui ont été reprises par la première action conjointe européenne, qui a repris différentes sources épidémiologiques dans différents pays européens. On arrive à près de 900 000 personnes qui sont touchées par une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, et on rajoute quelques centaines de milliers de personnes qui sont touchées par les diagnostics différentiels qui procurent des troubles cognitifs et une perte d'autonomie. On ne pose le diagnostic que dans 50 à 60% des cas, c'est-à-dire 40 à 50% des cas échappent au diagnostic jusqu'à la crise comportementale, jusqu'aux urgences, dans des conditions que vous savez. Donc il faut vraiment faire un effort de repérage. Pourquoi repérer ces patients plus précocement tels que c'est proposé par l'Europe, les actions conjointes européennes, même au stade léger, avant la perte d'autonomie, le droit de savoir quand le patient pose une question, le temps de s'adapter, de prévoir, les capacités de prendre des décisions, améliorer la qualité de vie quand on accède au parcours de soins qui est sophistiqué en France, qui est riche, et l'information sur les essais thérapeutiques qui sont proposés dès les stades légers de ces maladies. Pour la famille, c'est comprendre les changements, surtout ce point-là a été bien soulevé par les éthiciens. Il faut comprendre les changements cognitifs, les changements comportementaux chez ces malades, ce qui permet d'apaiser pas mal de conflits. Alors nous avons mené, dans le cadre de la mesure numéro 1 du plan maladie neurodégénérative, une enquête à propos de 4 cas cliniques, depuis un stade très léger, un stade modéré avec perte d'autonomie, un stade avec trouble du comportement et un stade d'entrée en EHPAD, alors qu'aucune mesure diagnostique n'a encore été faite. Vous voyez qu'on a interrogé pas mal de médecins généralistes et des spécialistes du domaine, et on a posé différentes questions éthiques, finalement, par rapport au diagnostic. Une démarche diagnostique de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée vous paraît-elle légitime? Vous voyez qu'il y a un consensus pour le stade très léger, le stade modéré et le stade des troubles du comportement. C'est un peu moins consensuel quand le patient est très déficitaire, qui rentre en EHPAD. Mais vous voyez qu'autant que les généralistes que les spécialistes du domaine, finalement, sont d'accord pour dire qu'il y a
un minimum de démarches diagnostiques à engager quand un patient présente des troubles cognitifs. Les raisons de cette démarche diagnostique, le droit de savoir, alors vous voyez très logiquement, c'est maximum quand on est au stade très léger de la maladie, et puis ça baisse au fur et à mesure qu'on avance dans la maladie. On est moins à même de comprendre les enjeux du diagnostic. L'anticipation de l'avenir motive énormément les médecins, et en premier les médecins généralistes. La mise en place de soins adaptés, alors un peu moins, mais on est quand même à des scores de 85% qui sont motivés dès les stades légers. C'est très consensuel au stade modéré, et puis moins malheureusement quand on est au stade de rentrée en EHPAD. Quels sont les bons termes à utiliser ? Là aussi, je vous passe les détails de l'enquête diagnostique, mais tout le monde est d'accord pour dire que maintenant, face à ces troubles cognitifs, il faut qu'on ait une démarche, qu'on propose une démarche qui soit personnalisée, à un moment où le patient va demander, va nécessiter ou demander des soins ou une démarche diagnostique qui soit particulière. Vous voyez que les médecins généralistes adhèrent beaucoup plus à cette idée d'un diagnostic personnalisé, une stratégie qui soit adaptée à la personne, plutôt qu'un diagnostic à tout craint précoce, comme on a pu le défendre à certains moments. Est-ce qu'une démarche diagnostique sera encouragée par un diagnostic personnalisé ? Vous voyez que là, les généralistes sont très convaincus par ça. Ça va encourager, si on adapte la stratégie diagnostique à ce que demande la personne ou à ce que nécessite la personne, eh bien, on encouragera le repérage en soins primaires. Alors, le fruit de tout ça, et c'est ma dernière diapositive, mais qui est complexe, vous verrez, le fruit de notre collaboration avec le Collège national de médecine générale, dans le cadre du PMND et la Fédération des CM2R, c'est de proposer une stratégie diagnostique qui soit graduée, comme le disait le professeur Clanet, qui soit raisonnée et raisonnable, centrée sur la personne et son aidant, et adaptée au profil de cette personne. Donc on part d'une plainte du patient ou de l'aidant, ou d'une situation à risque que va constater le médecin traitant, des conduites à risque, conduite automobile, gestion de ses médicaments, alors que manifestement le patient est déficitaire. Et là, le temps du médecin généraliste, c'est le temps du repérage, structuré, organisé, avec des évaluations qui soient formalisées. Donc l'interrogatoire autour de la plainte, les comorbidités, la dysthymie qui est très fréquente en repérage en soins primaires, l'ordonnance évidemment, l'examen clinique et une évaluation multimodale, cognitive, fonctionnelle, comportementale et psychosociale. Il faut qu'on travaille sur des tests de repérage, on lance des projets de recherche là-dessus. Alors ça donne lieu très fréquemment à des diagnostics psychiatriques, psychologiques ou psychiatriques, troubles anxieux, dépression, qui sont en cause dans les troubles cognitifs, dans la plainte cognitive, des soins spécifiques. Souvent il n'y a pas de trouble, mais ce n'est pas une raison pour ne pas suivre son patient et pour ne pas proposer des démarches. Continuez à ce que vous faites toujours, finalement, la démarche de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Il va y avoir des programmes de prévention spécifiques de la démence et déjà des essais thérapeutiques à ce stade-là de la plainte isolée. Malheureusement, et souvent, le diagnostic de démence est posé, le trouble cognitif majeur, et là, ça donne lieu à un deuxième train de diagnostic proposé par la Haute Autorité de Santé, c'est l'IRM encéphalique et à défaut un scanner crânien, les tests biologiques de la liste de la HAS et parfois un bilan neuropsychologique. Et ça donne lieu à un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, vasculaires, Lévy, etc. et des soins spécifiques qui reviennent à être coordonnés par le médecin généraliste, y compris la post-annonce, la démarche d'annonce. Laurent Le Triard en parlera. Donc tous ces supports post-diagnostiques qui sont adaptés à ce type de diagnostic. Parfois, c'est d'autres diagnostics, hydrocéphalie, lésions expansives, troubles métaboliques, des traitements spécifiques. Et parfois, le diagnostic est complexe. Parfois, ce sont des atrophies focales, aphasie progressive et autres. Et là, et seulement là, en dehors de la recherche, on peut proposer une troisième vague d'examens diagnostiques, LCR, tomographie par émission de positons, et ne pas confondre à ce stade-là recherche proposée par certains centres et ce qui est dicté, ce qui est commandé par les soins. Je suis obligé d'aller vite, parfois des diagnostics d'encéphalite et des soins spécifiques. Et puis, il faut considérer tous ensemble maintenant des patients à des stades plus légers, troubles cognitifs légers, c'est-à-dire que le patient est encore autonome. Tout le monde est tombé d'accord pour dire que s'il y a un trouble cognitif, même s'il est léger, et y compris à l'échelle de l'Europe, il faut une IRM et un bilan biologique minimum. Et là, il faut revenir au patient.
Le patient est autonome, il est capable de prendre des décisions et c'est à lui de décider si on le suit simplement, et là ça revient au médecin généraliste, suivi régulier, programme de prévention et information sur la recherche thérapeutique, ou alors s'il veut aller plus loin pour accéder à des essais thérapeutiques spécifiques, et ça justifie alors des examens sophistiqués. Je suis obligé d'aller très très vite, mais voilà, il nous paraissait nécessaire de poser tous ensemble une stratégie diagnostique qui soit centrée sur la personne et qui définisse bien les rôles de chacun. Je vous remercie.